Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Ça fait très plaisir de te revoir parce que tu nous as manqué avec Polydomso. Ouais. Bah écoute, je suis là, mais il est pas là. Non, il est pas là, Polydomso. Polydomso est absent, ouais, bref. Alors, On sait pas où il est. Mais on sait pas où il est. Mais en tout cas, vous avez vu, il est bel et bien de retour. Ça, c'est... ouais, c'est là, il est here to stay. Exactement. Here to stay, ready to rumble, ready to crumble. Alors, on va s'intéresser à Francis Ngannou, comme dirait notre cher Brock Lesnar, contre Stipe Miocic volume 2, et on va faire un peu comme ce qu'on avait fait pour Conor McGregor Dustin Poirier 2, c'est lequel a le plus progressé, selon nous bien évidemment, depuis leur premier duel en janvier, le 20 janvier 2018 à Boston, lors de l'UFC 220. Nous avions regardé le combat en direct avec Rust, chez lui, à Angers. On avait tenu au bout de la nuit pour... un combat qui avait laissé des traces émotionnellement parlant. Alors donc, 2 ans plus tard, ils se retrouvent. On va commencer par, honneur au challenger Francis Ngannou. Pour toi, a-t-il progressé et surtout sur quel point a-t-il progressé s'il y a eu une progression? Bah difficile à dire quand même. Parce que le truc c'est que on est un peu dans une situation à la Conor quand il a eu combattu Donald Cerrone en fait. Ouais. Parce qu'on a tellement peu vu comment s'appelle-t-il, Ngannou, que non parce que j'étais en train de me demander s'il y a un problème de son. Oui. On a tellement peu vu Francis et il est tellement efficace que de toute façon on sait pas s'il a progressé. Sur son dernier combat contre Jairzinho en fait, il est venu, visiblement il avait très très faim. Donc il a fait des grands coups de battoir en mode moulin, sauf que c'est un moulin sauf que c'est un moulin qui quand il te touche te met KO immédiatement. Donc en fait oui c'était très très comment dire, c'était pas soigné, c'était pas précis, c'était pas sophistiqué comme striking, mais entre guillemets il avait faim, il avait envie de rentrer dans l'art. Et le problème, c'est que il peut pas vraiment, comme un Cyril Gane, tu vois, petit à petit installer son jeu, montrer que il a qu'il sait faire certaines choses, il est trop efficace. Mm-hmm. Donc la question, c'est, est-ce que il a progressé sur des choses qu'on n'a pas vues à l'entraînement? Évidemment, probablement que oui. C'est un artiste martial. Il a probablement très envie de progresser et d'apprendre de nouvelles choses pour justement montrer le meilleur de lui-même quand il viendra dans la cage. Mais, premièrement, il a quand même largement fait savoir sa frustration là sur les 2 dernières années de ne pas avoir de combat, et à plus forte raison, il a fait pas mal savoir le fait que comme il n'avait jamais de combat ni d'objectif, la motivation pour s'entraîner, elle est plus vraiment là en fait. Donc il s'entraîne toujours, de toute façon, c'est un athlète professionnel, mais disons que pour ce qui est de la volonté de progresser, de la volonté, parce que on est humain, on fonctionne tous avec des objectifs. Et le problème c'est que quand tu n'en as pas, c'est peut-être un petit peu compliqué effectivement de voir devant et donc de vouloir se perfectionner, s'affûter au maximum. Donc en fait on est un peu, je pense, tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu vois, mais je suis un peu, on est dans le flou en fait, je crois, avec Francis. Exactement, et on en avait parlé donc en dehors du podcast, mais pour moi le dernier combat où Francis avait vraiment, selon moi bien évidemment, où avait montré des choses, c'était le combat contre Cain Velasquez, le dernier combat où il y avait Fernand Lopez dans son corner. Donc c'est peut-être bien évidemment pas lui qui l'a aidé dans ce domaine-là sur le fameux uppercut qui a mis KO Uppercut qui a mis KO Cain Velasquez. Mais depuis, c'est vrai que c'est plutôt les adversaires de Francis qui ont déjoué plutôt que lui qui a gagné à mon sens, parce que pour par exemple Junior Dos Santos, on avait surtout retenu, en tout cas moi ce que j'avais retenu, c'est le travail en low kick de Junior Dos Santos, avec certes un que rendait Francis, mais il était plutôt en réaction que justement à l'initiative. Et ensuite c'est Junior qui se dit putain ça risque d'être un peu tendu et qui déclenche vraiment n'importe comment. Et c'est là que ça précipite sa chute. Et contre Jairzinho, on était très surpris quand même pour un kickboxer qui est quand même, dans cette catégorie-là, qui est quand même très bon, qui a été au plus haut niveau justement en kickboxing, de cette absence de déplacement de la part de Jairzinho, où Rust aurait dit, on aurait pu avoir une Holm Ronda Rousey bis repetita avec ce combat-là. Donc c'est vrai que depuis Cain Velasquez, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose, parce que pour le coup, le combat Cain Velasquez et Curtis Blades, là on avait un Francis qui apportait quelque chose. Là sur les derniers, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et donc, mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, le problème c'est qu'il
il y a pas grand monde en fait qui, je pense, peut lui permettre en fait dans cette catégorie aujourd'hui exactement de montrer quelque chose. Bah ouais, maintenant à la limite de toute façon il a le title shot, donc c'est même plus une question, mais Volkov peut-être aurait pu proposer quelque chose, encore que on a vu contre Derrick Lewis que il est humain, son menton à Volkov est humain, donc certes il est très efficace et on l'a vu contre Overeem, mais contre Francis c'est autre chose. Si t'as pas des déplacements exceptionnels, si t'as pas un fight IQ exceptionnel, si t'as pas un game plan aux petits oignons, et donc là on pense pour tout ça par exemple à Stipe, en fait tu ne survis pas. Donc il y a des chances que Volkov ait pris la marée si ça s'était passé aussi. Donc en fait c'est vrai que en vrai c'est compliqué pour Francis. Il est dans une situation où si c'est des athlètes, Blagoy Ivanov qui est son partenaire d'entraînement, pour moi ça aurait été, bien évidemment ils ont jamais été dans les mêmes dynamiques, mais c'est intéressant mais comme ça parce qu'il est hyper durable, tu vois. C'est ça. Mais c'est ce qu'il lui faut entre guillemets à Francis, et c'est probablement pour ça qu'il est là, Blagoy. Enfin c'est que le mec est très chaud, il a une histoire incroyable aussi, il est dur au mal. Mais surtout, il est dur au mal. C'est-à-dire qu'il est là pour encaisser, il est là pour être grosso modo un rocher, et que du coup, Francis puisse essayer de hacher le rocher, de tester ses techniques sans que le mec tombe immédiatement. Mais sinon, à part ça, c'est compliqué. Pour la carrière de Francis, c'est compliqué. Si tu tues les mecs en un seul coup à chaque fois et en grosso modo 40 secondes, c'est compliqué. C'est compliqué de progresser. C'est compliqué parce qu'on le dit, il y a l'entraînement, mais il y a aussi passer le temps dans la cage. Tu peux apprendre énormément de choses en les drillant à l'entraînement, en faisant des cours, en allant voir différents experts, etc. Mais il y a une chose qui change pas, c'est que la cage, c'est une expérience qui est unique. T'as besoin de combattre, d'emmagasiner du temps à l'intérieur de l'octogone pour pouvoir vraiment les mettre en pratique et apprendre. Et le setup est pas du tout le même. Les conditions sont pas les mêmes. Et le problème, c'est que comme il a tellement peu de temps dans la cage, je sais pas, honnêtement, c'est une situation qui est quand même assez marrante. Enfin, quand on y pense, il est trop efficace et du coup, lui-même ne sait pas ce qu'il vaut probablement quand il reviendra. Parce que contre Stipe, il y a quand même des chances, on l'a dit, que Stipe ait encore une fois un game plan qui soit adapté, de toute façon le menton de Stipe, il est là, enfin je veux dire, ça c'est plus à prouver. Donc voilà, on va encore probablement se retrouver dans la situation dans laquelle était Francis quand il a combattu Stipe pour la première fois, c'est-à-dire tout le monde tombe sous mes coups en quelques secondes. J'arrive face à ce mec-là. Mais c'est vraiment quasiment la même chose. Et il va arriver avec le plein de confiance, comme la première fois. Il va arriver probablement avec une sensation d'invincibilité, j'imagine, comme la dernière fois, parce que là, 4 combats, 2 minutes 30 ou je sais pas trop quoi en cumulé. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Très bizarre comme situation pour Francis, quoi. Exactement, ouais, parce que je pense quand même, tu vois, on l'a pas vu. Et c'est là que c'est très compliqué, même quand on fera la preview détaillée. Il a évidemment progressé en grappling. Il a progressé dans sa défense de takedown. Que l'on croit. Mais on l'a pas. Honnêtement, tu vois, pour quelqu'un qui débute en 2013, qui découvre le sport en 2013, après ce qui s'est passé lors du premier combat, même Cain Velasquez, je pense qu'il avait énormément travaillé ça. Oui, et puis même Curtis Blades aussi. Donc on se dit, on est plusieurs dans ma tête. Mais c'est moi le chef. C'est moi le chef. Mais je pense que dans tous les cas, il y a eu du progrès là-dedans. Il a pas eu l'occasion de le montrer, mais il y a eu du progrès là-dedans. Et je pense que de toute façon, la plupart de ses adversaires, hors Jairzinho, avaient pour projet en fait de faire travailler Francis là-dessus. De toute façon, c'est la seule option. C'est la seule option. Ouais. Donc il y a évidemment eu des progrès là-dessus. Le seul problème, c'est un peu comme quand on parlait de Justin Gaethje et sa lutte défensive, qui était finalement pas si mauvaise, mais c'est sur JGB où clairement on se trompait parce que tout simplement on n'avait pas eu l'occasion de le voir. Là, Francis, on se base sur seulement des croyances, parce que c'est vrai que c'est pas non plus ce qui monte sur les réseaux sociaux, bien évidemment à raison, parce que c'est là où c'est le plus sensible pour lui. Donc c'est très compliqué à part de se dire, on pense qu'il a progressé. Ouais. Il y a aucune évidence là-dessus et j'ai presque envie de dire ce qui est compliqué, c'est il a tout intérêt à ce que les gens ne sachent pas, même en combat en fait. Ouais. Parce que, et quand on dit ça, c'est justement qu'il utilise ses déplacements pour que le mec n'utilise même pas sa lutte, parce que, ne serait-ce que pour moi, à partir du moment où il a besoin de l'utiliser, tu donnes des informations pour que les gens puissent l'exploiter ensuite. Ouais.
Donc c'est compliqué. Côté, ouais, voilà. Mais c'est vrai que, et d'un autre côté, ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise, en fait. Du coup, parce que ça peut aussi être une très bonne surprise. Et genre, il nous sort une masterclass en lutte défensive, enfin, je sais pas, en mode Kamaru Usman, tu vois, enfin. Donc pourquoi pas, hein. Mais voilà. On fonctionne tellement sur de la brume que là, ce podcast-là, il est pas évident, en fait. Ouais, donc très compliqué. Après, vraiment, pour ma part, hein, et tu l'as dit à raison, le combat contre Jairzinho Rozenstruik, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu dans le sens où tout ce qu'il y avait, il y avait quand même un bad blood entre les deux. Francis voulait vraiment lui montrer que Coco, tu vas pas passer devant moi comme ça, tu vas faire la queue comme tout le monde. Call out série, c'est compliqué. Exactement. Ouais. Et avec tout ce qui s'est passé, le chaos, bien évidemment, en 20 secondes, ça balaie clairement tout ce que je vais dire là. Donc, Francis a raison par les résultats sportifs. Mais le fait, quand t'as un truc, une histoire personnelle comme ça, et de voir comment il l'a géré, dans l'optique de la revanche contre Stipe, avec Stipe qui est en mode, bon bah ok, t'as progressé, cela, mais la mauvaise nouvelle, c'est que tu m'affrontes une nouvelle fois. Ouais. Ce qu'il a dit, hein. Stipe. Ce qui est stylé. Ce qui est très très stylé, ça m'inquiète un petit peu. Parce qu'on n'est pas dans une situation où potentiellement J'espère vraiment qu'on va éviter ça, mais le Francis qui cherche à tout prix à le finir au premier round en mode justement point d'exclamation, ce qui s'est passé la première fois c'est un accident, t'as survécu parce que voilà, là je vais te montrer aujourd'hui que j'étais bien préparé, j'ai eu du temps. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est que au moins, vu ce qui s'est passé la première fois, c'est quasi, enfin je vois pas dans quel univers c'est possible que Francis se ramène avec le même la même mentalité de toute façon je vais te toucher et je vais t'éteindre, donc je peux faire n'importe quoi, de toute façon il va suffire que j'avance et que je te touche pour que ce soit terminé. J'espère, mais d'un autre côté Francis, quand il a affronté Stipe, il était pas au mieux, parce qu'on se souvient qu'il a été obligé de cutter pour faire le poids. Il avait eu que 5 semaines je crois entre les deux, mais c'était 5 semaines avec des allers-retours entre Paris et Vegas, et les États-Unis, tournée des médias, enfin tu vois, c'était pas, enfin il avait pas 5 semaines fully focus, tu vois. Pour ça. Et oui, mais ce que je veux dire c'est que j'espère juste que c'est pas, normalement je pense qu'il est quand même bien conseillé, bien entouré par sa nouvelle team, que ce soit pas juste j'ai perdu parce que j'étais pas en forme, plus que j'ai fait n'importe quoi par rapport au game plan. Ouais. Et de se dire bah là je suis préparé, je peux y aller à fond et essayer de lui arracher la tête au premier round. Mais je ne pense pas. Parce que j'espère. Comme enfin d'ailleurs comment dire, comme Fernand l'a dit dans une des vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux récemment, mais il y a le cardio qui peut être un problème, mais il y a aussi la gestion du cardio. Et le truc c'est que honnêtement en tant que, enfin pour Francis en tant que combattant, l'espèce de, parce que franchement c'est quand t'as plus de cardio, c'est une terreur existentielle, hein, enfin, et qui te reste 4 rounds. Ça il l'a vécu. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose que plus jamais il ne veut vivre. À mon avis, en tant que combattant, enfin, quand tu l'as vécu ça au plus haut niveau, et en plus, au-delà du côté physique de ah merde, il est pas mort. Il reste 4 rounds, 20 minutes. J'ai vraiment plus rien dans le tank. J'ai plus rien dans la caisse. Ça va être très très compliqué. Il a pas lâché, ça c'est clair. Au moins c'est quelque chose qu'on a aussi appris grâce à ce premier combat, c'est que le mental, clairement, le mec est insubmersible. Mais premièrement, cette terreur-là, je pense qu'il a plus jamais envie de la connaître. Donc rien que pour ça, rien que pour ce souvenir marqué au fer rouge là, dans sa tête, dans son cerveau, je pense qu'il ne refera pas les mêmes erreurs d'y aller beaucoup trop et n'importe comment. Et parce que c'était Rozenstruik aussi, je me dis. C'est pour ça qu'il savait que Rozenstruik était, même si c'est un bon kickboxer, c'est pas le mec le plus mobile, c'est pas Cyril, tu vois, qui va faire des gauches-droites, des trucs hyper algériens, hyper léger ou allégé, je sais pas pourquoi. Et du coup, mais en revanche, du coup, là, je pense que contre Stipe, il l'aura. Et en plus de ça, au-delà du côté physique, il y a aussi le côté, il s'est fait grosso modo dominer sur 5 rounds, même si le premier était très très tendu. Il s'est fait dominer sur 5 rounds devant des millions de spectateurs, etc. Et je pense qu'il y a ce côté égo aussi, qui n'a pas envie de. Ça fait 2 énormes choses, 2 énormes critères qu'il n'a probablement pas envie de répéter une fois remis dans les mêmes situations, quoi. Entièrement d'accord avec Rust. Vraiment, je suis entièrement d'accord. On va passer maintenant à Stipe Miocic, où là, pour le coup, on a eu la chance, le plaisir, l'honneur de voir Stipe à 3 reprises depuis le combat contre Francis, et 3 reprises où, hormis le premier combat contre Daniel Cormier, hormis le premier, pas les trilogies contre Cormier, hormis le premier combat où il s'est fait finir en un round après quand même un bon début de combat. Le reste, on a eu une décision unanime lors du dernier et victoire par TKO au 4e round après une guerre absolument monstrueuse. Lors du 2e combat,
contre Daniel Cormier. Ouais. Les deux, il les a gagnés. Oui, parti KO. Ouais. Non, le deuxième, il est à ça de le finir. Ah oui, il est à ça de le finir au deuxième round, et ensuite par décision unanime le tout dernier, qui a été élu le 15 août, si je ne m'abuse, 2020. Bref, donc Stipe Miocic, donc on l'a vu beaucoup plus. Alors c'est particulier parce que personnellement, moi, j'ai trouvé ça très bizarre. On en a parlé à chaque fois dans ses approches. Première approche du combat contre Daniel Cormier, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Les deux derniers combats, par contre, il les gagne, certes. Mais je vais pas dire que je trouve qu'il fait n'importe quoi, mais il bénéficie surtout d'un DC qui n'est pas DC, en fait, tout simplement. Sur le deuxième, on en a parlé, les 3 premiers rounds, Rust a pété un câble, tout simplement. Et le dernier combat, c'était mieux, mais mieux plus dans le sens, maintenant je sais que j'ai cette menace quand même, mine de rien, avec les frappes au corps, et donc DC va devoir se méfier de ça, et un DC qui ne pouvait pas non plus utiliser sa lutte. Ouais. Mais sinon moi j'ai pas vu de gros ajustements de la part de la part de Miocic. Je me suis dit, là il y a de quoi faire, alors que Cormier, notamment, je pense au Lolo Kick qu'il a très peu utilisé contre Miocic, mais où il avait un peu de succès, il peut le mettre là dans le rouge. Il peut l'embêter là-dedans. Junior Dos Santos aussi, il avait mis dans le rouge. On n'a pas vu d'ajustement de la part de Stipe. En lutte, j'étais assez surpris parce que dès que Cormier l'utilisait, c'était pas très bon pour Miocic. Donc, tu vois, à part dire, le seul truc qui m'a rassuré un peu, c'est il a retrouvé, entre guillemets, son menton. C'est tout. Ouais. Bah, c'est vrai que pour le deuxième et troisième combat contre Cormier, c'était très frustrant en fait, parce que il y avait une espèce d'impression de mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression de voir exactement les mêmes choses tout le temps, alors que normalement, c'est vrai, théoriquement, surtout pour Miocic, il aurait très bien pu arriver avec un game plan qui était vraiment, vraiment adapté à ce qui s'était passé lors du second combat, et puis qu'il aurait vraiment mis en place. Et honnêtement, je pense, vu le Cormier effectivement qui était là dans le troisième combat, qu'il aurait pu largement faire mieux, qu'il aurait pu... Enfin après, évidemment, c'est toujours facile à dire comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette impression de facilité, de survol qu'il aurait pu avoir. Et du coup, je sais pas trop quoi penser de Stipe. Je sais juste que, c'est vrai, c'est un peu comme, tu sais, il y a un moment donné où Cain Velasquez, il combattait mais à répétition Antonio Silva et Junior Dos Santos. Il y a peut-être aussi ce côté, il en a, je sais pas, les camps d'entraînement, en fait, quand tu combats le même mec à répétition, en gros, mentalement, je pense qu'il doit plus être en mode, il faut que j'arrive le plus frais physiquement possible, il faut que je continue de m'entraîner dur, etc. Mais je le connais, je sais ce qui va se passer, je sais, peut-être une certaine usure, une certaine, pas un ras-le-bol, tu vois, mais, les conditions de combat où tu te prépares pour combattre le même mec, tu sais ce qu'il va apporter, c'est toujours la même chose, je sais pas. Je pense que t'as pas cette faim d'apprendre de nouvelles choses, de progresser, de te renouveler, donc je sais, c'est une trilogie pour l'histoire, mais en termes de développement de l'artiste martial qui est Stipe Miocic, je suis pas sûr que ça ait été super bénéfique, la trilogie contre Cormier. Entièrement d'accord. Donc parce que mine de rien, ça lui a coûté beaucoup. Il s'est pris beaucoup de dommages quand même. Ouais, c'est clair. Franchement, comme ça. il s'est pris beaucoup de dommages. Énormément. Mine de rien. Et, non, ça a été compliqué pour lui. Et puis, personnellement, moi, je trouve qu'il a perdu du temps, en fait, tout simplement. C'est l'impression que ça donne. Après, en fait, voilà, c'est l'impression que ça donne. Surtout au niveau de la catégorie en global, on a l'impression que le truc, ça fait 2 ans que tout le monde est en mode putain, les gars, là. Ouais. Ce qui est le cas, objectivement. Donc, oui, il fallait probablement le faire parce qu'il fallait qu'il y ait une belle, il fallait. Ce sont 2 légendes aussi. Voilà, c'est 2 légendes. Et puis, c'est pas comme si la catégorie poids lourd, ça poussait derrière, comme en lightweight ou en welterweight, ou plutôt bantamweight. Mais oui, effectivement, on a l'impression un petit peu qu'il y a eu, je sais pas, il y a du flottement. Enfin, il y a vraiment du flottement dans cette catégorie. Heureusement, il y a du sang frais qui arrive. Donc, Cyril, Thomas Spinal. Et puis, mais ouais, non, c'est très étrange. On a l'impression que Stipe et Cormier, ils étaient un peu genre dans l'éther en fait pendant 2 ans et puis inatteignables, tu vois. Et là, Stipe revient entre guillemets parmi les mortels, parmi les vivants. Mais ouais, au vu des prestations, je sais pas. On n'a pas cette impression de nouveauté. Personnellement, je suis pas spécialement excité, je dois avouer en fait. Par la revanche? Ouais. Mais idem, j'ai juste on en parlait avec Russ, c'est plus le côté qui va affronter John Jones en fait qui nous excite par rapport à cette revanche. Et c'est terrible, mais honnêtement, je sais pas ce qu'en pensent vos auditeurs, tu vois, mais honnêtement, c'est ça. Perso, le deuxième combat contre Stipe, oui, il y aura une inconnue. Oui, on va voir de quelle manière va se présenter Francis.
Stipe, grosso modo, on sait probablement ce qu'on va avoir, mais c'est surtout parce que enfin, ça veut dire que ça va marquer la fin d'un chapitre et que parce que je pense pas qu'ils referont, même si une trilogie, je pense pas. Je pense pas. Donc là, ce qui nous excite juste là, et la raison pour laquelle on est content que ça se fasse, c'est que enfin le chapitre se termine, Cormier est parti, Jones arrive en fait. Quoi qu'on en dise, l'excitation est là parce que Jones arrive. Ouais. Parce que là, le combat Francis Ngannou contre Stipe Miocic, grosso modo, c'est un title shot pour le titre pour affronter le GOAT en fait. Ouais. Tu gagnes le droit d'affronter ou de devenir le GOAT plutôt. Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec les classements, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu bats John Jones, clairement, t'es probablement le GOAT. Ouais. Surtout si c'est Stipe, tu vois, vu ce qu'il a déjà fait dans la catégorie poids lourd. Exactement. Et puis, l'autre truc aussi, là, c'est pour moi, mais il y a ce côté, si Francis bat Miocic, même si ce sera un accomplissement énorme, je pourrais pas m'empêcher de dire, Miocic était quand même vieux. C'est très bizarre, ça n'a quasiment aucun sens, hein. Mais tu vois, j'ai du mal à me dire, parce que s'il le finit, tu vois, au premier round, de se dire, il avait battu Prime Miocic et donc vraiment bravo Francis. T'auras plutôt eu ce côté, il y a eu les guerres qui sont passées contre Cormier, là maintenant il a 37 piges. La guerre aussi contre Francis, mine de rien. Ouais. De toute façon, il a fait tellement de guerres là dans ces dernières années que... Et là, parce que quand c'est pas des guerres, il se fait finir par KO au premier round. Ouais. Et du coup, tu vois, il combat plus qu'une fois par an. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui c'est très compliqué parce que bien évidemment, je serais content pour Francis, ce sera super pour le MMA français et MMA africain aussi, bien évidemment. Mais voilà, ce sera juste, c'est cool, t'as battu Miocic, t'es champion, mais maintenant, on veut vraiment savoir contre John Jones. Alors que d'un autre côté, pour le coup, si Miocic bat Francis, clairement, Francis, il y a pas de déclin, il a battu un mec qui sera clairement dans son prime, et là, ce sera, il a quand même confirmé 2 fois contre le gars le plus effrayant de la planète, donc c'est ce qui est compliqué aussi un petit peu, là. Non, c'est clair, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, il y a pas eu d'impression de surpuissance de Miocic, il y a pas eu d'impression de c'est le champion de tellement loin qui surclasse Cormier dans tous les domaines, il a appris des premiers combats, il arrive, il est tellement chaud que Cormier n'a aucune... Il y a une impression de besogne, en fait, il y a une impression de... Sauf pour le deuxième. Enfin, sur la fin du deuxième. Sur la fin. Voilà. Sur la fin, parce que le début, c'est chaud aussi. Hein. Terrible. Donc en fait, c'est vrai que comme avec Miocic, depuis quelques combats, on a vraiment cette impression que c'est laborieux. En fait, c'est comme si notre cerveau n'attendait qu'un seul truc pour avoir l'excuse de mais il était vieux. C'est exactement. Et c'est là où c'est pas juste pour Francis, tu vois. Mais on peut pas s'empêcher de le dire, on peut pas s'empêcher de se dire. Il gagne depuis des années, à part le combat perdu contre Cormier, il gagne. Mais c'est de plus en plus laborieux, c'est de plus en plus chaud. Le kilométrage a l'air quand même de commencer à compter. Ouais, de s'accumuler de plus en plus. Donc c'est ça. Ouais. Et pour le coup, à part du côté de Francis, encore que je trouve qu'il n'y a pas de côté un peu hype sur cette revanche. Je veux dire, Miocic, il en a quasiment pas parlé. À part cette interview-là où les gens lui posent des questions, où forcément il répond. Mais tu vois, on a l'impression que même lui n'en a pas vraiment envie. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on lui posait la question de quel mec tu vas affronter, il est en mode je suis prêt pour tout le monde. John, c'est un nouveau challenge, j'aime bien les nouveaux challenges, mais bon, je suis prêt à affronter le prochain challenger. Ouais. Donc bref, même lui, c'est ça qui est dommage, c'est normalement, c'est censé être un combat particulièrement attendu, mais là... Après voilà, que ce soit Miocic ou Francis, surtout Miocic, c'est vrai qu'il donne cette impression, Miocic, de je viens pour faire mon travail. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est pas pour autant qu'on n'apprécie pas quand il est dans la cage, mais il y a vraiment, et puis lui-même le sait, et c'est pas lui manquer de respect que de dire ça, parce que lui-même le dit, c'est-à-dire que ça le saoule en fait, tout ce qui est média, tout ce qui est machin, il s'en fout. Même il est pas passionné de MMA, donc de toute façon lui il vient pour faire son taf, c'est un des mecs les plus badass de la planète, et c'est tout. Et voilà, et puis mais ce qu'il aime c'est être avec sa famille, être pompier, et puis à côté avoir sa vie, tu vois. Donc lui de toute façon, ça fait des années qu'on le sait. Le combat il le médiatisera pas. Il le fera pas exploser d'un point de vue médiatique, c'est pas lui qui fera
par ses mots et par son positionnement, saliver les fans. Francis, il pourrait. Pour l'instant, on n'a pas encore vu qu'il mettait l'accélérateur. C'est pas du genre à faire du trash talk, Francis. C'est à la limite le truc qui peut exciter. Ça va être la veille du combat pendant la pesée où Francis peut nous faire une overeem, genre you're gonna sleep tonight. Tu vois, un truc comme ça. Là, il y aura peut-être un petit peu plus d'excitation. Mais voilà, comme il y a déjà eu ce combat, comme Miocic, on sait où il en est. Bah ouais, c'est ça. Ça aussi, on n'arrive pas à chauffer, quoi. Donc alors finalement, lequel a le plus progressé depuis janvier 2018 ? Miocic a quand même dit quelque chose d'intéressant dans un... c'est le dernier podcast qu'il a fait, c'est Fight Conversations. Ah non, c'est peut-être pas ça. Enfin bref, il a un podcast, le dernier podcast où justement il parlait de Francis. Pour lui, en fait, c'était le timing et la vitesse qu'il avait énormément qui va lui permettre de gagner contre Francis. Et c'est quelque chose qui, selon lui, bien évidemment, il a énormément travaillé pour les combats contre Daniel Cormier. C'est pour ça qu'il se montre assez confiant pour cette revanche, parce que pour lui, il a énormément travaillé ça au cours des derniers combats. Alors, la vitesse et le timing ? Ouais, mais je veux dire plutôt au niveau de qui a le plus progressé. Pour faire court, voilà, comme on l'a dit depuis le début du podcast, franchement, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que on n'a pas vu d'énormes armes apportées par Miocic dans ses derniers combats. On n'a pas vu de trucs où on est en mode ouf, ah ouais, maintenant il fait ça. Et pour Francis, comme on l'a dit, on sait juste pas. Donc franchement, je saurais même pas répondre. Il y a tellement d'inconnus, et pour ce qui est de Miocic, on sait que le mec est un tueur à gages, mais on sait aussi que grosso modo il progresse plus trop, quoi. Donc je sais pas. Mais voilà. C'était donc 25 minutes pour rien. 25 minutes pour ne rien dire. Merci d'avoir écouté le podcast, mais en tout cas par contre, je suis convaincu que les deux ont beaucoup progressé en lutte. C'est ça qui est intéressant. De manière, parce que Miocic a beaucoup progressé en lutte défensive, mais quand tu fais de la lutte défensive, tu fais de la lutte offensive de manière classique. Donc pour Cormier, je pense qu'à chaque fois il s'est quand même salement préparé là-dessus. Francis, on en a parlé précédemment, donc ils ont tous les deux travaillé là-dessus. Francis, je pense juste que physiquement, à mon avis, là il est plus en place. À mon avis, tu vois, je me dis, le gars il est à Las Vegas, il est quand même souvent au Performance Institute. Nous y sommes allés, on a pu voir tout ce dont il bénéficie. Exactement, tout ce que la structure proposait. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste, voilà. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer. Bien. Mon cher Rust, on va se dire à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Venom. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Wow, it's everywhere. Ah ouais. Et moins 45% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur.